Mais d'abord, il nous rejoint 15h42 alors que le CAC 40 perd 0,5%. Wall Street ouvre stable. Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver Alexandre Baradez pour IG. Vous allez Alexandre rendre votre verdict. Ce moment, cet instant qu'on va vivre, votre verdict. Est-ce que vous l'assumez ? Oui Guillaume, je l'assume. On vous écoute. Je pense et je l'assume que Donald Trump doit commencer à se méfier des consommateurs américains qui commencent à perdre patience. Gare aux consommateurs, c'est votre message à Donald Trump. D'ailleurs, ce sera intéressant parce que cette semaine, on aura pas mal de publications d'acteurs de la grande distribution aux États-Unis. On aura Walmart jeudi, on aura Lowe's, on aura Target. Donc là aussi, un regard sur l'état des consommateurs. Alexandre. Ouais, ça nous intéresse pour deux pistes. D'abord, la piste macro, c'est-à-dire que la consommation aux États-Unis, c'est toujours 2/3 du PIB, donc c'est quelque chose de majeur pour les mois qui viennent, et notamment vu des midterms pour Donald Trump. Et puis la question ensuite, effectivement, politique, la question marché, à savoir, effectivement, vous l'avez dit, des valeurs de consommation ou autres, est-ce qu'elles seront toujours portées par cette dynamique de consommation qui est quand même plutôt solide depuis le début de l'année. Mais pourquoi je pense ça ? Parce qu'on a encore vu, il y a quelques jours, l'enquête des consommateurs mesurée par l'Université du Michigan, mais aussi celle mesurée par le Conference Board aux États-Unis, et on arrive sur des niveaux, notamment pour celle du Michigan, qu'on a vu en termes de confiance des consommateurs, ces niveaux aussi faibles, on ne les a pas eu très souvent. On les a eu en 2022, après la guerre en Ukraine, lorsque l'inflation crevait le plafond aux États-Unis et que la Fed montait ses taux très rapidement. Avant ça, on a eu ce niveau de confiance lors de la crise Covid. Avant ça, il faut remonter à la crise des subprimes. Et avant ça, il faut remonter à la guerre du Golfe au début des années 90. Donc, on se dit, comment c'est possible ? Pourquoi les consommateurs ont aussi peu confiance ? Et quand on regarde les composantes de ces indices de confiance, on remarque que notamment une des composantes concerne l'emploi. En gros, le pourcentage d'Américains qui estiment que le marché de l'emploi va se dégrader, on est sur des pourcentages qu'on n'a jamais vu aussi élevés depuis 1980. Donc, ça pose une vraie question parce que on voit aussi que et on ne se rend pas bien compte, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que certains consommateurs américains, pour eux tout va bien, les fameux 10-20% d'Américains les plus riches qui font 50% de la consommation aux États-Unis, pour eux il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du patrimoine immobilier, ils ont des actions, donc ils ont un effet de richesse qui fonctionne à plein régime quand les indices boursiers crèvent les plafonds. Et puis face à ça, vous avez le bas du cas, c'est-à-dire ces consommateurs moins aisés qui dépendent beaucoup plus de leurs revenus de salaire, et on voit que les salaires progressent moins vite aux États-Unis. On voit que l'inflation aussi est toujours à 3%, donc avec des salaires qui progressent à 3,7 en moyenne, vous avez un pouvoir d'achat qui se réduit parce que l'inflation n'arrive pas à baisser plus fortement. Et vous remarquez aussi qu'il y a certains pans du marché du crédit aux États-Unis, notamment les crédits auto. Vous avez un taux de défaut qui dépasse désormais les 6,5%. C'est un niveau là aussi qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs décennies aux États-Unis. Tout le crédit n'est pas concerné, l'immobilier ça va ou autre, mais certaines composantes du marché du crédit aux États-Unis connaissent des phases de tension, et là ce sont bien les particuliers qui peinent à rembourser certains crédits, notamment avec des taux très élevés sur la partie auto. Et on a l'impression que Donald Trump commence à en tenir un peu compte. Les fameux $2000 dont on entend un petit peu parler maintenant depuis une dizaine de jours, ces $2000 qui doivent revenir aux consommateurs américains, qui est donc une forme de redistribution des taxes douanières aux consommateurs les plus modestes aux États-Unis. Alors, modestes sont toutes $100,000 aux États-Unis, c'est à peu près les critères qui ont été évalués par l'administration américaine. Mais on voit qu'on commence à brosser à nouveau un petit peu dans le sens du poil certains consommateurs qui ont été échaudés par l'épisode de shutdown, par exemple. Là, on voit que ça n'a pas beaucoup plu. La cote de confiance de Trump, selon différents instituts, est en train de diminuer. Et surtout, on a vu des déclarations du secrétaire au Trésor et du conseiller économique à la Maison-Blanche venir nous expliquer qu'ils attendaient un PIB un peu moins bon, une croissance un peu moins forte au 4e trimestre en conséquence de shutdown. Donc on voit que à la fois le shutdown, puis c'est un sujet très délicat, mais le sujet Epstein aussi qui revient sur la table. On voit que ça commence à diviser un peu aussi les républicains. Ça commence à éloigner certains républicains de la base électorale de Trump. Plus l'inflation, plus les salaires qui ralentissent, et plus l'effet des droits de douane. Trump est dans une phase qui est un peu plus délicate avec les consommateurs les plus modestes aux États-Unis, notamment ceux qui ont voté pour lui. Oui, effectivement. Vous savez, il y a cet adage américain "Don't fight the Fed". Là, c'est pour le consommateur "Don't fight the fridge". On est vraiment, voilà. Et le consommateur américain, le bas du cas dont vous parlez, mais qui
qui concerne peut-être majorité désormais de la population, c'est un problème sans doute à venir pour Donald Trump. Alors il a mis en avant des solutions possibles. Pourquoi pas distribuer $2000 à chaque Américain, allonger la durée des crédits à 50 ans, pourquoi pas, histoire de redonner un peu d'air aux consommateurs. Vous dites que ça peut être des solutions ou c'est la fuite en avant en l'occurrence? Ça me paraît pas de la solution immédiate. La solution immédiate, on l'a plutôt vu, je pense, du côté du secrétaire au Trésor ou secrétaire au commerce, je ne sais plus, sur la question des droits de douane réciproques sur les produits alimentaires. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte... Un allègement de ces droits de douane. Voilà, en taxant tout le monde avec des taux réciproques, il y a plein de produits agricoles qui ne sont pas produits aux États-Unis ou en très faible quantité, qu'il faut importer d'Amérique du Sud ou autre. Et on se rend compte que finalement, ce n'était pas une très bonne idée de taxer ces produits-là. Donc, on rétropédale un petit peu. Et donc, on voit qu'effectivement, ça commence à bouger un peu. C'est Sébastien Corchia qui a trouvé cette formule. On est en plein KFC côté consommateur. K comme l'économie en K, vous venez de la décrire. F comme la Fed. Il faudrait que la Fed baisse ses taux. Pour le consommateur, c'est chicken out. Il faut absolument que Donald Trump renonce à un certain nombre de droits de douane. Voilà, KFC. C'est pas mal, c'est plutôt bien trouvé. Antoine? Entre KFC et McDo, parce que là, vous avez vu sur Twitter, c'est le grand buzz sur Internet, c'est que McDo a enfin réalisé un mème qu'on leur prêtait, à savoir, dites donc les fanas des cryptos, venez vous engager chez nous, il y a du travail. Mais non, ils le font. Et on reste sur un record absolu de demande d'emploi chez McDo en ce moment. Et ça, pour le coup, c'est officiel. Un record absolu aussi d'Américains qui ont 2 ou 3 emplois. Et puis, un record aussi sur les défauts de carte de crédit. Mais enfin, on le sait depuis longtemps. Mais les signaux faibles, vraiment, se multiplient. Oui, et le mécontentement, il vient probablement de là. Encore une fois, dans les sondages, ça qu'on dit souvent, on disait, mais ces enquêtes du Conference Board du Michigan, elles sont politiques, elles sont politisées. On n'interroge que ceux qui sont contre Trump, qui n'aiment pas Trump, donc forcément, ils répondent négativement. Et on se rend compte qu'effectivement, ces datas sur le nombre d'emplois, on rend compte que chez les jeunes, un taux de difficulté à l'accès à l'emploi est relativement important aux États-Unis, chez la frange la plus jeune, qui est plus de chômage que certains de ses aînés. Donc, il y a effectivement une question, je pense, un peu sociale et liée aux consommateurs, et je pense que c'est un des points d'attention des analystes ou des économistes pour ce 4e trimestre aux États-Unis. 2-3 questions en rafale. Si la Fed ne baisse pas ses taux, parce que maintenant le marché n'y croit plus à la baisse de taux, ils sont plus que 43% à attendre cette baisse de taux en décembre. Si elle ne les baisse pas en décembre, est-ce qu'on sera privé de rallye de fin d'année? Alors la réunion de la Fed, c'est 9 et 10 de mémoire, 8 ou 9. Donc 9-10. Voilà, c'est déjà... mois de décembre un petit peu entamé quand même, sachant que est-ce qu'on a besoin de rallye de fin d'année? Enfin, la question elle est là. Le rallye, déjà, je dirais, le rallye on l'a eu depuis avril. Il y a eu certes trou d'air en avril, mais le rallye on l'a eu quasiment toute l'année, en tout cas tout l'été, tout l'automne, et on a enchaîné record sur record en octobre. Donc, a-t-on besoin? Alors évidemment, quand on est acheteur d'actions, on a toujours besoin que ça monte, mais quand ça a déjà beaucoup monté et vu les niveaux de performance de certains indices, mieux vaudrait ne pas en avoir. Il me semble que on ne peut pas attendre la même performance de SP500 ou du Nasdaq. Que vu qu'on a eu des rallyes non-stop depuis le mois d'avril. Pas de chocolat là cette année pour les fêtes de fin. Pas de chocolat en bourse. Disons que la Fed va quand même devoir attendre, mais vous voyez, jeudi on a le rapport sur l'emploi qui va être publié, c'est un rapport de septembre, donc oui il y aura des datas, mais qui seront déjà en tant que telles assez périmées. Est-ce que ce sera utile à la Fed dans sa prise de décision? Deuxième question en rafale. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans un nouveau régime de marché? Depuis quelques jours, l'Europe souffre un peu moins que Wall Street. On voit le Bitcoin, lui, s'effondrer, c'est un grand mot, on est quand même proche des 100 000, mais à 95 000 $. Là. Est-ce que c'est un nouveau régime de marché qui, mine de rien, est en train de se mettre en place? C'est une très bonne question que vous avez posée avec le Bitcoin. Moi, je ferai le lien entre les deux, justement. Je vous rappelle un épisode, ce sera très rapide. Un épisode, fin 2021, début 2022. Si vous vous souvenez bien, à l'époque, tous les marchés actions avaient grimpé au plafond, c'était la bulle post-Covid, les cryptos aussi. Et on avait remarqué que le Bitcoin, fin 2021, ça avait commencé en novembre, avait commencé à corriger. Correction assez marquée, novembre, décembre. Les actions, elles, notamment celle du Nasdaq, tous les marchés américains, avaient commencé à corriger en janvier 2022. Il y avait une espèce d'écart, comme ça, de près 1 mois et demi, 2 mois, entre le début de la baisse sur le marché des cryptos et le début de la baisse sur le marché actions. Et donc, je me pose la question, est-ce que, par rapport à la question de changement de régime, est-ce qu'on assiste à un changement de régime? Moi, je mettrais bien une pièce là-dessus, oui, dans le sens où si on prend la pyramide des actifs, si vous voulez, financiers, en bas de la pyramide, il y a tout ce qui est le plus sécurisé, les obligations d'État, les obligations investment grade, tout ce qui est de très bonne qualité. Et plus vous montez, plus vous allez dans le spéculatif. Et le haut de la pyramide, le haut de la pointe, d'un point de vue des asset managers, il est plus risqué aujourd'hui toujours d'avoir des cryptos que d'avoir des actions. Donc je suppose que ce qu'on est en train de voir sur les cryptos depuis maintenant 1 mois et demi, ce n'est pas arrivé de nulle part, si vous voulez. Je pense que ça concerne des flux, certaines gestions qui allègent un petit peu, ça peut venir de différentes sources, parce qu'on écrème finalement ce qui est perçu comme étant le plus risqué. Et juste en dessous, vous avez quoi? Vous retrouvez les valeurs plutôt de croissance, les valeurs tech, etc. Donc il me semble qu'on a un signal un peu avancé en fait, sur les cryptos qui nous attend pour le marché action. Alors pourquoi pas? Sauf que par exemple dans la tech, Warren Buffett, on a appris en fin de semaine dernière qu'il avait acheté les titres Alphabet. Malgré les doutes,
les questions autour de la bulle. Là, Warren Buffett vient nous dire non, on achète, on renforce Alphabet, en l'occurrence, du côté de Berkshire. Warren Buffett, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'il peut très bien acheter du Alphabet, prendre une correction de 20 ou 25% et racheter encore un petit peu derrière, sans que ce soit un problème. Moi, encore une fois, moi, je rappelle, j'ai pas l'idée qu'on soit dans une bulle qui lâche 50-60%. C'est pas le propos. C'est de considérer qu'après un rallye de 40% en ligne droite depuis le point bas sur le Nasdaq en avril, eh bien, on peut se poser la question d'une nécessité de faire un peu de surplace quelques temps, de rendre 10, 15, pourquoi pas 20% de ce rallye dans un environnement où la consommation serait un peu moins forte, où la Fed serait un peu hésitante, où l'inflation serait toujours un peu présente. Il n'y a pas de mal à ça. C'est pas mal d'avoir un marché qui stagne un peu à un moment donné. Et du coup, la question que je me pose encore une fois, c'est est-ce que ce signal qu'on est sur les cryptos, donc qui a commencé à corriger ce marché de manière globale, Bitcoin, Ethereum, toutes les plus grosses cryptos en moyenne ont perdu du terrain depuis le début du mois d'octobre, est-ce que c'est pas effectivement un signal, un peu d'écrémage sur la partie la plus à risque des actifs financiers, et juste en dessous de ça, on trouverait des actions plutôt tech qui ont été très très bien valorisées et qui pourraient entraîner quelques prises de gains à un moment donné. Sauf si Nvidia brille à nouveau mercredi soir, auquel cas on se dira à nouveau qu'on est parti pour 3 mois de hausse sur la tech. Oui, mais ça se jouera mercedis soir là, sur Nvidia. Ça va être forcément très au rendez-vous, parce qu'en plus il y a ce décalage par rapport à tout le wagon des publications, ils arrivent toujours un petit peu après, donc c'est vraiment la star qui se fait désirer. Rappelons quand même quelques publications, c'est le Palantir par exemple. Très bon résultat Palantir. Est-ce que vous avez vu une nombre au tableau de Palantir? Moi, je n'en ai vu aucune, et pour autant, j'ai vu un titre Palantir corrigé après la publication parce que ça valait 600 fois les bénéfices. Donc la question, pour moi, c'est pas est-ce que Nvidia peut... Ils peuvent encore agréablement surprendre. Et d'ailleurs, c'est même le consensus. On s'attend à ce qui est vraiment ils parlent du fameux 2000 trillions, en fait, qu'ils atteindraient alors, sur je crois, 2 ans cumulés. Mais donc, on s'attend de très bons résultats. La question, elle demeure plus dans qu'est-ce qui n'est pas déjà dans les prix. C'est pas est-ce qu'on déçoit ou pas, c'est qu'est-ce qui n'est pas déjà pricé dans ce cercle extraordinairement vertueux qu'on a eu depuis plusieurs mois sur l'ensemble des valeurs tech. Oui, les marchés, ils ont tendance à vouloir enjamber le temps sur la tech, à imaginer pour dans quelques mois ce qui peut-être n'arrivera que dans 4-5 ans. C'est un peu, vous savez, comme quand, je sais pas, vous êtes dans la nature et vous voyez que vous êtes à la plage. Vous voyez une île au loin, d'habitude elle est au loin, mais un jour vous la voyez beaucoup plus près que d'habitude. Vous savez, ça arrive ça parfois, les effets d'optique comme ça. Et vous vous dites, décidément, quelle belle journée. Ben non, c'est les signes qu'il va pleuvoir souvent. Est-ce que c'est pas un peu ça dans la tech? On voit les choses plus près qu'elles ne sont. Les événements à venir dans un temps plus limité que le temps réel que ça mettra à infuser réellement dans l'économie. C'est exactement je dis pas le mirage, c'est pas le mot, mais c'était exactement la chronologie qu'on avait eue en fin des années 90. C'est-à-dire qu'on était bien sur une révolution. Internet, c'était la vraie révolution qui était bien en train de se construire et qui a ensuite porté ses effets pendant des décennies. Mais il a fallu le temps de l'accélération, de la spéculation, de la survalorisation. Il a fallu le temps de l'écrémage, de la consolidation et de l'investissement plus raisonnable. Et ensuite, on a vu les effets se produire. Donc moi, je pense que pour l'IA, c'est pareil. C'est quelque chose qui va évidemment être très productif et rester dans le temps. La question de la vitesse des investissements, de la rentabilisation de tout ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Et effectivement, il y a peut-être besoin d'un temps un peu plus long que le temps des marchés. C'est mon scénario. Est-ce qu'on voit les choses plus près qu'elles ne sont en réalité? Question qu'on peut se poser aussi sur la défense. Défense qui est en tête aujourd'hui du CAC 40. Thales gagne 2%. Dassault Aviation surtout qui progresse de 6,5% avec cette lettre d'intention de l'Ukraine pour l'achat de 100 Rafales. Une bonne centaine de Rafales d'ici 10 ans. On en reparlera tout à l'heure avec Bertrand Lamiel. Il sera avec nous dans 5-6 minutes. Merci beaucoup Alexandre d'être passé dans